Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Bientôt une nouvelle charte pour la paix et la réconciliation. Ici au Mali, c'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Daouda Gata, il est homme politique, juriste d'affaires. Monsieur Gata, merci de découvrir le plateau de l'émission Regard croisé. Ok, merci, M. Sidibé. Merci pour l'invitation. Deuxième invité, docteur Amadou Touré, il est chercheur en sciences politiques, enseignant à l'université, à la FSAC, à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. FSAP, l'université dont le doyen s'appelle Cheikh Amala Touré. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs étudiants de la FSAP. Docteur Touré, merci d'être là. Bonsoir Borou, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices et bonsoir aux co-débatteurs. Troisième invité, Monsieur Yamoudou Keïta, un grand détracteur de l'accord pour la paix. Il a finalement eu raison de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Monsieur Keïta, vous êtes président de l'URDAC France. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs et bonsoir aux co-débatteurs et bon vent à notre débat. Quatrième invité, monsieur Bagui Diarra, qui n'est plus politique, même s'il demeure premier vice-président du parti de Cheikh Modibo Diarra, parti, le RPDM. Il est aujourd'hui analyste politique autour de ce plateau. Monsieur Diarra, merci d'être là. Okay, merci bien, M. Sidibé. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir également aux fidèles de Renouveau TV, d'ici et derrière. L'autre point, simplement à préciser, déjà un vice-président avant, mais bon, pas de problème. On reste un peu vice-président. Vice-président toujours. Et on reste quelque peu sur la ligne politique parce que nous y croyons. D'accord. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Je le disais tantôt, les travaux de la rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation sont donc ouverts depuis ce début de semaine ici à Bamako. Quelles doivent être donc les principales articulations de ce document en vue? Avec qui faut-il le rédiger ou la rédiger s'il s'agit de la charte? Avec qui faudrait-il rédiger cette nouvelle charte pour la paix et la réconciliation? Les deux questions, nous allons les poser à nos invités. Monsieur Gata Daouda, déjà, une charte est désormais un laboratoire ici au Mali. Selon vous, faut-il faire cette charte avec quelle entité? Donc, merci, M. Sidibé, pour la question. Et il est important de savoir d'abord ce qu'est une charte afin de bien comprendre la charte pour la réconciliation et pour la paix. La charte, c'est une loi fondamentale qui vise à garantir les droits des citoyens. Et cette loi est censée être connue par tous. Cependant, il faut reconnaître que la charte pour la réconciliation et la paix est devenue un impératif pour les c'est que c'est depuis que tant les États également qu'il a été recommandé de penser à une charte pour une paix et pour la réconciliation. J'ai dit aujourd'hui que c'est nécessaire, c'est un impératif, parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, ce n'est pas seulement l'absence de conflit. La paix, c'est avant tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit où l'être humain vit dans un milieu où il n'a pas peur. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que la crise n'a fait que perdurer. Et aujourd'hui, il faut une solution à ça. Okay. Il faut une charte pour ça, une charte pour la paix. D'accord. Et c'est la première de créer un code
qui va rester pour la génération actuelle et pour les générations futures. D'accord. Docteur, d'où est-ce qu'est venue l'idée de rédiger une charte au Mali? Bon, pour rappel, cette charte, pour moi, elle est salutaire, mais ce n'est pas la première fois. D'accord. Donc, ce n'est pas la première tentative. Et on disposait déjà d'une charte pour la paix? Oui, d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation. D'accord. Donc, au moment où la conférence d'entente a eu lieu avec le président Faye Boubacar Ibrahim Keïta, et sur l'initiative du président Ibeka, il y a eu la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation, qui a été rédigée par le médiateur de la République en son temps, Baba Hakim Haïdara, qui a été remis le 20 juin, au 20 juin 2017 au président Ibeka. Mais cette charte a été rejetée non seulement par la CEMA, la coordination des mouvements de la Zawad et l'opposition, pas à travers le chef de file qu'on appelait en son temps Feu Soumaïla Sissé, parce qu'en son temps l'opposition n'a pas été consultée. Maintenant, pour revenir à cette charte qui est la deuxième tentative, elle est salutaire, mais les défis sont là. Parce que comme on l'a dit, il faudrait composer avec les acteurs. Mais qu'est-ce qu'on a constaté sur cette charte? La plupart des acteurs sont ceux qui sont à Bamako. Or, les vrais acteurs des problèmes, de difficultés sont ceux qui sont au nord. Donc, il faudrait que la commission se déplace sur le terrain pour avoir vu les difficultés et travailler avec les vrais acteurs. Sinon, dans l'ensemble, elle est salutaire. Mais c'est cette charte cette deuxième phase qu'on appelle la charte pour la paix et la réconciliation serait issue du dialogue intermalien. Et on voit les acteurs qui ont participé à la rencontre avec la commission, la plupart n'ont pas participé au dialogue. Donc dès là, il y a vice de forme et de fond. Mais nous pouvons oser espérer que le président de la transition, toujours dans la dynamique de parachever la politique de paix et de réconciliation, va au-delà des rencontres de Bamako pour aller au-delà, contacter les vrais acteurs. Et la grande question, j'ai lu actuellement, il n'y a aucun endroit où on trouve le rôle des partenaires ou des pays amis. Et sachant bien que la plupart de nos confrères sont déplacés, soit sont réfugiés ailleurs. Donc il faudrait qu'ils revoient un peu cette composition de la charte de la réconciliation. J'espère qu'on va aller entrer en profondeur. Justement. Tout à fait. Mais ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Okay. Monsieur Keïta, nous savons que l'accord pour la paix n'a jamais été votre tasse de thé préférée. Vous l'avez même combattu. Hein? Aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger une charte pour la paix. Vivement cette charte pour remplacer l'accord. Alors, vivement la paix, bien sûr. Maintenant, la charte, elle est problématique, à mon avis. Car le chapitre 5 de l'accord d'Alger parle effectivement de cette charte. Toute initiative pour ramener la paix est salutaire. Maintenant, tout dépend de comment c'est fait. Sauf que l'accord aussi, c'était une initiative pour ramener la paix. Ben justement, la trajectoire même de la transition, c'est, comment on appelle, paix et réconciliation. Donc là-bas, c'est vraiment l'accord d'Alger. Et en même temps, on a entendu beaucoup de discours et des décisions politiques qui ont été prises. Moi, je pense que pour que cette charte puisse avoir l'efficience recherchée, à côté de la Constitution, c'est quand même, la charte, c'est un acte juridique. Et je pense que quand on a une Constitution, une charte est-elle nécessaire? Nous venons de voter une nouvelle Constitution il n'y a pas très longtemps, qui est aussi par ailleurs une des recommandations de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. On a entendu des discours de nos autorités qui voulaient appliquer cet accord, car c'était un engagement du Mali, même si une bonne partie du peuple ne voulait pas de cela. Et l'engagement du PM, c'était en tout cas d'appliquer les parties de l'accord qui ne portaient pas atteinte à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Ce qu'il a appelé application efficiente et intelligente. Mais après, on a lu un décret qui rejette l'accord, qui le dénonce. Et après, le président de la transition est sorti pour certifier cela en disant que l'accord n'était pas applicable. Et tout cela, après la tenue d'un référendum que l'URDAC a bel et bien refusé, bien sûr, le 18 juin 2023, qui a acté une nouvelle constitution selon le principe de la libre administration des collectivités. Alors, moi, je pense, pour que cette charte puisse avoir l'efficience recherchée, il est bien de clarifier où en sommes-nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à l'accord? Parce qu'il n'y a pas que cette charte qui est en cours. Il y a eu avant la loi d'entente nationale sous Faye Ibrahim Boubacar Keïta, et nous voyons toute une partie, en tout cas de l'accord, qui aujourd'hui alimente les choix et les décisions politiques. Nous sommes dans quoi exactement? Du défunt accord? Du défunt accord, bien sûr. Je pense qu'il est temps de clarifier ça. Nous sommes dans quoi exactement? Moi, je pense que pour réussir la paix, il faut faire avec tout le monde. Il ne s'agit pas que des groupes armés. M. Touré l'a dit tout à l'heure. Je pense que les véritables acteurs ne sont pas que
seulement les groupes armés. Je crois qu'il y a problème partout dans le Mali. Et tous nos territoires sont concernés. Donc si nous voulons partir sur de nouvelles bases, il est important de rebattre les cartes et d'élargir la question. En ce moment-là, on ne peut pas se limiter qu'à l'accord. C'est pourquoi nous avons toujours dit que l'accord est très minimaliste. Et ça favorise une partie des Maliens contre d'autres. Et cet esprit déjà n'est pas bien pour n'importe quelle initiative que nous allons prendre dans ce cadre-là. Donc, au niveau de l'URDAC Mali, nous pensons qu'il est important, aujourd'hui en tout cas, de clarifier, que nos autorités clarifient et en même temps élaborer une stratégie inclusive pour pouvoir réussir toutes ces initiatives. Car il a parlé un peu du dialogue intermalien, tous les problèmes qu'il y a eu par rapport à ce dialogue, même si les autorités sont animées d'une bonne foi, mais nous voyons que sur le terrain, différents acteurs de la classe politique, la société civile, ne sont pas tout à fait d'accord, y compris les groupes armés. Je vois que M. Diarra avait aussi envie de parler. Diarra, déjà. Oui. Diarra, déjà, hein, quelle est la pertinence de cette initiative d'aller à la rédaction d'une nouvelle charte? Je pense que la pertinence réside, à mon avis, dans le besoin pour nous de domestiquer le processus de paix et de réconciliation, d'abord pour notre pays, parce que ça nous met au cœur en fait d'un processus décisionnel allant dans le sens de la paix et de la réconciliation. Donc c'est ça, à mon avis, toute la pertinence. Et c'est pour cela qu'il faut saluer le président de la transition et également les autorités pour cela. Mais pour y arriver, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons déjà compris qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté d'aller à une charte. Et d'ailleurs, il dit que ce n'est pas la première fois. Et M. Keita aussi reprend qu'il y a eu d'autres initiatives. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'autres initiatives. Mais je pense qu'à un moment donné, il s'agit de pouvoir arriver à capitaliser sur tout cela, puisqu'on veut avoir ce processus endogène-là. Et c'est en cela, moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux, mais que je ne suis pas en train de voir les mieux circonscrits possibles. Parmi ces éléments-là, le premier, c'est vraiment arriver à asseoir, à mon avis, je le dis chaque fois, la confiance entre les acteurs. Parce que on se rend compte que, tel que le dialogue intermalien qui constitue en fait le fondement, si vous voulez, de cette charte vers laquelle nous voulons évoluer, on a vu qu'autour, il n'y a pas eu en fait cette inclusivité reçue, même si la volonté était là. On a vu également qu'il y a un manque de confiance entre les acteurs qui peut être lié effectivement à cela. Mais un autre élément là-dessus, je le dis encore chaque fois, c'est la sincérité des acteurs. La sincérité des acteurs dans un processus endogène devient en fait l'élément fondamental que si vous ne réussissez pas, c'est difficile. Vous allez de manière répétitive vous retrouver, et les bonnes volontés vont être là, mais ça va être difficile d'aller de l'avant. L'autre élément que je voudrais mettre, certes, il y a cette inclusivité-là, mais c'est l'approche de l'inclusivité. Vous avez vu que dans ça, en tout cas dans ce que nous avons vu dans le décret, il y a plutôt l'aspect de la consultation des parties prenantes. Donc, c'est comme si, et vous avez vu derrière tout ce qu'il y a comme questionnaire, en fait, l'outil par lequel cette consultation-là est structurée. Vous vous rendez compte que il n'y a pas d'abord, ce que j'ai dit d'entrée de jeu, le processus de capitalisation. On est même en train d'aller chercher une vision partagée par rapport aux différentes terminologies, ou si vous voulez, thématiques essentielles, paix, sécurité, cohésion sociale, le vivre ensemble. On est en train d'aller chercher une vision ou une compréhension partagée de tout cela pour encore aller de l'avant. Donc, on se rend compte qu'on n'est pas en train d'aller à une phase de capitalisation, sauf si encore dans le reste du processus, puisqu'on est au début, on peut avoir ça. Mais je pense que cet élément-là, il est fondamental, il manque. Donc, quand cela n'y est pas, on a comme l'impression qu'on est en train de reprendre un processus. Et si vous reprenez le processus, alors que ce que j'ai dit tout à l'heure comme étant la base donc de la confiance et de la sincérité, plutôt qu'on a l'impression de voir dans les approches l'aspect ruse, ça rend difficile, en fait, si vous voulez, de meilleurs outputs ou bien de meilleures recommandations qui sortent de là, fondant en fait le chemin vers lequel nous voulons aller, qui est celui de la paix et de la réconciliation. Donc, en fait, pour me résumer, j'ai dit oui, c'est déjà très bon d'aller à cette domestication, si vous voulez, de ce processus-là, parce que c'est comme cela qu'on va avoir la chose en main. Mais je pense qu'il y a des éléments fondamentaux que j'ai dit tout à l'heure que nous devons pouvoir
véritablement réussir dans ce processus-là pour aller à ces aspects qu'eux-mêmes ils ont dit, ce qui, en fait, la commission, via ce que le président dit, où on parle donc d'éthique et de déontologie, qui doivent fonder finalement tout cela dans ce processus donc de paix et de réconciliation dans le cadre d'une charte. À mon avis, ces choses-là sont à protéger, sont à préserver. Pour l'instant, je ne les vois pas beaucoup, mais ça peut toujours venir puisqu'on est au début. D'accord. Monsieur Gottas, puisque nous parlons d'une charte pour la paix, cela suppose que tous les, en tout cas, protagonistes y participent déjà, c'est ça de la rédaction ou même des consultations. Est-ce que tous les protagonistes sont effectivement dans le processus? Bon, je ne crois pas parce que si on prend le cas de certains leaders politiques qui sont arrêtés, qui n'ont pas été libérés, ils ne font pas partie. Ils n'ont pas participé à la présence. Il y a également d'autres organisations qui ne participent pas à la rédaction de cette charte. Donc je crois non pour le moment. Lesquelles? Non, par exemple, quand je parle de protagonistes, par exemple, je fais allusion à l'ex-rébellion, au mouvement terroriste également. Non, pour le moment, je pense que les contacts continuent. Ce n'est pas fini. Certainement, c'est possible que tout le monde soit contacté à la longue. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut aboutir à une charte consensuelle sans peut-être ces entités? Bon, c'est possible. C'est que dans la vie, il faut toujours garder l'espoir. Comme on le dit, le vrai optimiste, c'est celui-là qui entame la marche sans avoir vu le bout de l'escalier. Et je pense que c'est ce processus qui a été engagé et nous espérons que ça va aboutir. Okay. Est-ce que, Dr Touré, le défi n'est pas au niveau de la création de cette inclusivité autour de ce processus finalement? Oui, comme je l'ai toujours maintenu par arrière, nous avons déjà dit qu'à l'entame du dialogue intermalien, on a fondé beaucoup d'espoir parce qu'on pensait que ça allait être une lecture intelligente de l'accord de paix sous forme de capitalisation des acquis. Un dialogue qui va non seulement régler les problèmes de velléité, un problème de cohésion, de manque de confiance, qui va créer la symbiose, la confiance, et va maintenir la cohésion nationale et renforcer la cohésion sociale. Mais qu'est-ce qui s'est sorti des recommandations? Tout le monde le sait, il y a eu des observations. Maintenant, cette charte peut, à mon avis, redorer le blason, peut, à mon avis, être une opportunité pour le gouvernement d'appeler tous les belligérants. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un accord avec ceux de Bamako. Il s'agit de faire un accord avec ceux qui sont en contradiction avec le gouvernement. D'où on a dit que la charte... Vous pensez que cet appel n'a pas été lancé par le gouvernement? Même si l'appel a été lancé, mais les difficultés existent. Okay. Il y a certains mandats d'arrêt, il y a certains qui ont les déplacés ne sont pas là, les partis politiques, il y a certains qui sont en déplacement, les réfugiés. Donc cela veut dire que pour qu'il y ait la paix, comme on l'a dit, il faudrait que tout le monde, qu'on fasse plus tôt balle à terre, faisons tout pour que les discussions soient des discussions rationnelles, qu'on laisse les questions de passion. Parce que dès qu'on parle d'un pays, et même si on ne s'entend pas, il faudrait l'obligation et l'obligeance de s'entendre pour le Mali. Donc la charte en cours, je n'ai pas vu la participation des belligérants, je n'ai pas vu. Et aussi, il y a certains partis politiques dont les leaders sont arrêtés qui ont formulé des observations. Il y a certains catégoriquement de la société civile aussi qui forment des observations. Mais cette charte, les défis sont non seulement le caractère inclusif et participatif de l'ensemble des acteurs, surtout ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au nord. 1. 2. Les belligérants, c'est avec eux que l'État devrait discuter. Quand on parle de la paix, on fait la paix avec qui? Avec celui-là ou celle-là avec lesquels on ne s'entend pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va dialoguer. Et qu'est-ce qui est là aussi? Et on a carrément oublié les acquis. Non seulement les acquis de l'accord, les acquis de la charte première, la charte pour l'unité et la conscience qui a été faite, et on part directement dans une charte où il faudrait mettre tout à temps. Est-ce que les 2 mois vont suffire pour faire les thématiques, la sécurité, la paix, la réconciliation et le vivre ensemble, sans les vrais acteurs? Moi, à mon avis, on peut faire économie de tout ça. Le gouvernement a les possibilités. Comme je dis, les possibilités veut dire quoi? Pour conforter et renforcer la cohésion et l'unité nationale, le gouvernement peut prendre des mesures attractives pour faire venir l'ensemble des fils de la République. Même ceux avec lesquels le gouvernement n'arrive pas à parler autour de la même table peuvent venir. Sans ça, il n'y aura pas la paix. On ne peut pas faire la paix avec ceux de Bamako. Donc le Mali ne se limitera pas seulement à Bamako. Il faut qu'on fasse appel à l'ensemble des citoyens qui ont des difficultés
réels avec le gouvernement qui ont des difficultés réelles sur le terrain. Ok. Monsieur Keita, est-ce qu'avec l'absence remarquée de certaines entités, de certains protagonistes déjà de la crise malienne, est-ce que cela n'est pas une tache noire à ce processus finalement de cette charte, de l'élaboration de cette charte? Oui, moi je pense que c'est plus qu'une tache noire en réalité, parce que le fond du problème est à ce niveau en fait. C'est-à-dire que c'est cette rébellion qui a poussé le Mali dans le précipice. Et nous savons tous le soutien diplomatique dont elle dispose. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il est important d'analyser la réalité sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a eu une exploitation dans le fond de l'accord politiquement qui a donné des résultats. Donc il faut aujourd'hui analyser ces résultats-là. La stratégie du pouvoir a divisé les groupes armés. Certains sont avec le pouvoir, d'autres ont quitté le gouvernement, ils sont même frappés par un mandat d'arrêt. Ceux qui sont au gouvernement, ils sont là pourquoi? Et nous savons qu'à la base, c'est sur le principe de l'application de l'accord qu'ils ont intégré le gouvernement. Donc il y a certains de la SEMA qui sont là. Comme on appelle le mouvement de Moussa Gacharatouman, il est là aussi. Il y a le mouvement de l'inclusivité qui est là aussi. Même si dans l'accord, il est écrit que c'est la coordination du mouvement de la Zawad et puis la plateforme qui représente l'essentiel des composants de la rébellion. Maintenant, le CSP n'est pas dans l'accord. Or, nous savons qu'aujourd'hui, la fronde est plus tenue par le CSP. Donc, à ce niveau-là, je pense que cette réalité mérite d'être analysée. Est-ce que tout le travail sera fait avec eux? Quand on me dit que les groupes armés sont absents du processus, personnellement, je n'ai pas entendu leur communiquer, dénoncer les résultats notamment du dialogue inclusif. Sinon, après les ANR, on a entendu un communiqué qui nous a dit qu'ils ne souscrivaient pas aux résolutions des ANR. Maintenant, est-ce que c'est le cas comme on appelle le dialogue intermalien? Est-ce que ça va être aussi le cas de cette charte? Parce que jusque-là, moi, je n'ai entendu aucun communiqué. Parce que d'habitude, c'est des groupes qui communiquent quand même beaucoup. Donc, à part le cas du CSP, qui est aujourd'hui, qui maintient la fronde, qui n'est pas d'accord avec l'application efficiente intelligente, qui avait demandé l'application intégrale. Mais disons que le CSP émane de l'accord de Rome, et l'accord de Rome n'est pas l'accord d'Alger, ce n'est pas du tout dedans. Maintenant, c'est notre processus parallèle, par rapport auquel le gouvernement avait voulu se greffer. Alors, le résultat de tout ça, c'est quoi? Donc, au jour d'aujourd'hui, il est important d'analyser ce qui a été fait, qui a été cautionné, qui est accepté par les groupes armés, qu'on peut prendre en compte dans le cadre de l'élaboration de cette charte. Ce qui a été fait aussi, qui est accepté à la fois par nos autorités, donc le peuple malien et les groupes armés, qui est contenu dans la nouvelle constitution, qu'on peut prendre aussi pour mieux valoriser la charte. Parce qu'entre la charte et la constitution, j'espère qu'on ne va pas mettre la charte au-dessus de la constitution. Ça nous renvoie encore à ce débat du pacte national, après l'accord de Tamaracet. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de stratégie. Je suis d'accord avec M. Diarra qu'il faut capitaliser, mais en capitalisant, il faut quand même changer de stratégie. Il ne faut pas rester toujours sur cette fond de rébellion pour pouvoir définir la perspective du Mali. Je crois qu'on a assez de problèmes pour cela, ce que M. Touré relève quelque part. Et je pense que l'analyse de M. Gata aussi va dans ce sens. Tout le monde n'est pas là, mais c'est comme si tout le monde est là parce que les problèmes sont là. Est-ce qu'il faut attendre aussi de traiter les problèmes sans que tout le monde ne soit là? Donc moi, je pense que les groupes armés, c'est une chose, mais le Mali, c'est plus que tout ça. Donc aujourd'hui, comment ramener la paix et la sécurité? Pour moi, cela ne peut se faire que dans un cadre constitutionnel avéré. Car c'est la Constitution qui donne à l'État ce pouvoir régalien. La cohésion dont nous parlons, elle est d'une base constitutionnelle et d'essence constitutionnelle. Donc la charte ne peut que optimiser cela. Monsieur Diarra, nous savons que le dialogue intermalien avait en tout cas encouragé le gouvernement à renouer le dialogue et avec l'ex-rébellion et avec les groupes terroristes. Est-ce que c'est l'occasion d'aller dans ce sens finalement? Mais je pense que oui, parce qu'une chose est de dire nous prenons notre processus en main, c'est que
Ça veut dire que nous sommes au cœur des réflexions, des projections, des planifications que nous faisons. Mais en même temps, l'inclusivité nous exige effectivement d'aller à tous les acteurs et de la même façon, mais de manière à faire en sorte que tout ce qu'il y a comme point de réserve ou point de divergence, le mieux possible, essayer de les rapprocher pour aller dans la seule direction qui est celle de la paix pour le pays. Mais c'est pour cela que je pense que cette partie-là, nous avions besoin d'avoir plus de visibilité sur ce que font nos autorités de manière à rendre ce processus-là, en fait, si vous voulez, le plus inclusif possible. C'est-à-dire que tous ces acteurs protagonistes-là, c'est vrai, il y a d'autres qui sont déjà dans les géants de la justice, auquel cas la justice aussi, avec son indépendance, doit pouvoir accélérer cela pour permettre aussi à ce qu'il y ait cette inclusivité derrière finalement, parce que lorsque le verdict de la justice va tomber, et c'est vrai déjà que nous savons qu'il y a un mandat et tout ça derrière, mais ça ne dit pas forcément derrière que le verdict est tombé. C'est que c'est un processus judiciaire de mon point de vue. Même au nom de la paix, au nom de la paix, la réconciliation, aucun sacrifice n'est de trop même pour la justice quand même. Oui, mais même si c'est ça, il faut que nous ayons en fait des verdicts de la justice. Oui. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est qu'il y a ce mandat-là qui est lancé contre un certain nombre d'acteurs. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres, en fait, il y a d'autres décisions qui peuvent tomber de cela sans que peut-être la justice ne prenne langue d'abord avec ces acteurs-là? Et comment? Je suis simplement en train de dire que ce soit du côté de la justice, que ce soit des autres protagonistes qui ne sont pas concernés par la justice, je pense que l'ouverture doit être la plus large possible et de manière transparente pour que nous voyions qu'effectivement la volonté exprimée est sous-tendue par... Sans cela, sans la prise en compte de l'inclusivité, quel serait l'avenir finalement de cette charte? Ce qui va se faire, c'est que la charte elle va être disponible tout comme le précédent accord et ça va être difficile d'application. On va toujours retomber dans un cycle où ça reprend. On dit bon, on est avec l'insécurité, on est encore avec la paix et tout ça. Ça dit que ce ne sont pas les documents qui nous amènent à ça. Moi, je vais dire les documents donnent le cadre et montrent effectivement, si vous voulez, la voie, disent nos intentions, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut faire. Mais je pense que les actes de ce qui retombent des actions que vous posez, ces retombées-là, ce sont ceux-là à l'évaluation qui vous font avancer. Et c'est pour cela, moi, je suis convaincu que la sincérité doit toujours tenir véritablement dans cette inclusivité-là. Nous avons besoin d'avoir de la visibilité. Si nos autorités font le maximum de ce qu'elles peuvent vis-à-vis de l'ensemble des protagonistes pour les inclure dans le processus et que finalement, pour des raisons qui échappent à nos autorités, ces protagonistes la refuse, on ne va pas aussi accepter que le processus de paix soit pris en otage. Donc, en ce moment, on aura compris pour l'ensemble du peuple que nos autorités auraient travaillé à l'inclusivité, mais malgré tout, elle ne serait pas arrivée. Donc, il nous faut aller de l'avant parce que on n'a pas intérêt à laisser un vide sur le terrain. Ils parlent chaque fois de nos populations sur le terrain, mais nous devons aussi comprendre que ces protagonistes dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas forcément majoritaires parmi les populations locales. Et que si nous continuons à asseoir de la confiance avec une présence de l'administration auprès de nos autorités dans un processus déjà partagé par le maximum, en tout cas de ceux-là qui ont accepté au bout d'une inclusivité réelle, je pense qu'à partir de là, à minima, nous avançons vers notre processus de paix et avec une certaine mainmise là-dessus. Et donc, même pendant ce temps-là que nous sommes en train d'avancer, je pense que nous devons rester ouverts en tant que pays de manière à ce que ceux-là qui vont continuer effectivement à entacher ce processus de paix-là, on va essayer de les inclure le mieux possible. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de rester en fait à prendre l'intérêt général en otage pour un groupuscule. Ce que nous savons, c'était toujours le temps comme cela. Et donc, c'est vrai que dans les chancelleries, dans les autres chancelleries, nous savons que la rébellion a toujours eu ce soutien-là, mais nous travaillons de manière sincère effectivement à démontrer que cela ne tient plus parce que ça ne nous amène pas à avoir une paix véritable chez nous. Je suis aussi d'accord que cette paix-là doit être précédée d'une certaine stabilité et que cette stabilité-là, elle est beaucoup plus, à mon avis, endogène et ça ne nécessite même pas pour l'instant qu'il y ait forcément une ouverture, à mon avis, pour les autres protagonistes. Mais nous avons besoin qu'au plan national maintenant, qu'il y ait d'abord cette stabilité-là. Et la stabilité, je pense qu'elle est fondamentalement sociopolitique d'abord. Monsieur Gata, ce qui est constant, c'est que la machine de la rédaction de cette nouvelle charte est mise en marche. Quelles doivent être les principales articulations de cette charte? Finalement, quel contenu doit-on donner à cette charte? Bon, je pense que, comme il l'a dit, il faut toujours contacter, il faut de l'inclusivité. Oui. Il faut contacter toutes les parties
Parce qu'à la réconciliation, ça suppose que tout le monde doit être informé et concerné. Ils doivent avoir une Ça c'est la forme, ça c'est la oui, forme et le fond. Oui. Le fond maintenant, bon, c'est toujours la paix et la réconciliation. La paix, comme on l'a dit, cette charte va constituer maintenant comme un guide. Ça va constituer comme un code permettant à la génération et même aux générations futures de s'inspirer de cela. Donc, comment arriver à cette paix finalement? C'est ça, on doit décrire, sinon on doit être une force de proposition autour de cette table pour peut-être éclairer les rédacteurs de cette nouvelle charte. Bon, cela n'est possible qu'à travers en contactant maintenant ceux qui ne sont pas contents, les belligérants. D'accord. Et aussi, il faut quand même mettre de côté les préjugés et les ressentiments, aller vraiment vers toutes les Maliennes et tous les Maliens et montrer que c'est l'intérêt général qui doit être mis en avant. D'accord. Ouais. Docteur, quel contenu doit-on donner à cette nouvelle charte? Bon, pour le contenu, c'est qu'il est là, il est nécessaire de faire un petit rappel. Parce que si on se rappelle de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, de l'accord, nous sommes arrivés au dialogue international, du dialogue intermalien. Intermalien. Oui. Nous sommes avec la charte. Oui. Donc c'est bien. Dans la proposition de la première charte, il y avait 3 points. La paix, l'unité nationale et la cohésion nationale. Maintenant, dans la nouvelle charte, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont plutôt proposé des thématiques autour de la sécurité, la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et le vivre ensemble. Moi, c'est que j'allais leur proposer, parce que comme la charte et le dialogue, c'est l'émanation de la souveraineté du peuple malien, on peut aller vers une politique pour parachever la politique de paix, qui sont nécessaires pour la stabilité et la cohésion sociale. Donc, en premier point, nous allons consolider les acquis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout rejeter de l'accord d'Alger. Certes, il y a des acquis, certes, il y a des points qu'il faudrait rejeter carrément. Bon, moi, je partage. Donc, aussi, quand on va capitaliser la paix, nous allons capitaliser la cohésion sociale. En ce terme, nous allons voir les possibilités et les mesures attractives, non seulement pour gérer les questions de velléité, les questions de développement du Nord, les questions du centre, qui s'est agrégé plus tard, les questions d'infrastructure, les questions de développement. Et pour le point 3, nous allons faire des mesures sous forme de mesures correctives aux victimes. Il y a des victimes civiles, des victimes militaires, il y a les disparus. Il faut mettre des mesures correctives. En point 4, nous allons conforter ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'État, avec les possibilités que l'État peut prendre, je donne un exemple tout simplement, peut être des mesures sous forme d'amnistie, des mesures ou des encouragements pour les déplacés et les réfugiés à leur retour. Par exemple, ceux qui sont à Tombouctou, leur donner des dividendes de l'accord. Et aussi, en point 5, ce que moi j'allais leur proposer aussi, c'est des reconnaissances par rapport à tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre de la charte, de tous ceux qui vont participer en termes d'acteurs. Et aussi de ne pas fermer dans une fermeture 100% malien. C'est bien qu'on aime, on est patriote, mais en réalité, là où on est, nos compatriotes sont dans d'autres pays. On est forcément ouvert. Pas à l'instant. Dans les consultations, on peut se consulter entre nous, Maliens. Mais dans la mise en œuvre, il faudrait que d'autres acteurs interviennent. Non seulement là où sont nos pays, nos concitoyens, et aussi dans la prise en charge. Est-ce que nous avons... Bon, je ne dirais pas qu'on n'a pas les moyens, mais dans la prise en charge, on a besoin par exemple, de l'AS. Dans la prise en charge, il faut vraiment que la prise en charge soit effective. Donc, pour revenir, moi, je leur proposerais de capitaliser la paix, les acquis de l'accord, et renforcer la cohésion sociale. 3, des mesures sous forme de mesures correctives. Et 4, faire des mesures faire des reconnaissances pour ceux qui ont participé. Et 5, renforcer l'unité nationale. D'accord. M. Keïta, finalement, est-ce que toutes ces recettes n'ont pas été essayées dans le passé? Oui, je pense que c'est révélateur en quelque sorte quand j'écoute M. Touré. Oui. Alors, moi, je pense que c'est là où je disais qu'il fallait changer de stratégie, je crois bien, même en capitalisant. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui est interrogé? C'est notre principe de gouvernance même, la démocratie. Elle est interrogée. C'est aussi la gouvernance territoriale qui est interrogée, qui est mise sous la coupole de la décentralisation. Aujourd'hui, on est allé à la régionalisation, qui est dans la nouvelle constitution. C'est la présence de l'État sur le territoire. C'est la question de la citoyenneté, la question de la justice,
l'accès aux ressources, les questions économiques. Tout ça, ça a des impacts sur la sécurité et la cohésion sociale et nationale. Donc, moi, je pense que ce sont des problèmes que connaît le Mali, qui sont devenus structurels. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas avec un accord qu'on peut régler ça. Ça y est, on n'a pas besoin d'un accord pour développer un pays. Parce que dans le fond, c'est cela. Que nos populations sur le territoire aient accès aux services sociaux de base, puissent accéder aux ressources de tout genre, puissent avoir de l'emploi, puissent avoir une bonne éducation à travers une bonne école, puissent aussi être bien soignés à travers un bon système de santé. Moi, je ne pense pas que ce soit avec une charte qu'on peut régler ça. La participation des partis politiques à la vie de la nation, qui est aussi actée dans notre Constitution, qui a une base, comment on appelle, démocratique, et qui est même un des fondamentaux de notre principe de souveraineté. Moi, je ne crois pas qu'il faille vider tout ça pour une charte qui va donner une suite à un accord. Parce que, quoi qu'on dise, disons-nous une chose quand même. Si quelque chose a marché sous cette transition, c'est les résolutions des Nations Unies, qui ne sont pas du tout la volonté du peuple malien. L'accord d'Alger a été instruit selon une résolution de l'ONU. Et ça s'est terminé par la résolution 2690, qui voudrait dire quoi? Tout ce que vous avez énuméré, il y avait une commission vérité, justice et réconciliation qui était prévue dans l'accord. Mais aussi, il y avait aussi des instruments comment on appelle, qui devaient venir pour mesurer, voir comment on a avancé, le Carter Center et tout ça, qui ont donné des recommandations que nos autorités ont pris en compte au nom de la paix. Donc moi, je pense qu'au stade où nous sommes, il faut carrément changer de stratégie. Il faut sortir de l'accord. Je vous comprends quand vous dites qu'il faut prendre les parties de l'accord qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien, qu'il faut les rejeter. C'est un piège pour le Mali. Aujourd'hui, il faut plus s'atteler à évaluer notre décentralisation, à ramener cette question à la réalité de nos territoires, que nos populations s'approprient, parce qu'on est en train de la faire, elles n'ont pas compris ce que ça veut dire. On va aujourd'hui à la régionalisation. Nous savons que dans le transfert des compétences et des pouvoirs, à la fois à la phase communalisation et régionalisation, je pense que l'État a eu beaucoup de difficultés à transférer les compétences. On a plutôt transféré l'État de l'État. Et par rapport à cela, moi je pense le rôle des partis, le rôle de la société civile est assez important. Donc il faut travailler, en tout cas, vivifier notre société, à donner un socle à l'État, à travers une société civile forte, un système judiciaire efficace et équilibré, mais aussi un État qui puisse travailler à créer de l'emploi, à amener de la justice, à, comment on appelle, et apporter les services sociaux de base au niveau local. La question est assez grave. Ce n'est pas seulement les points de développement dans l'accord qui doivent nous guider aujourd'hui. Il faut aller au-delà de ça. Maintenant, la question de l'accord, elle est là. Aujourd'hui, il faut en sortir. M. Diarra parlait de la diplomatie au niveau des chancelleries, mais pas que. C'est l'ONU aussi qui soutient cela. Et c'est leur engagement, c'est la CEDEAO qui soutient cela, c'est l'OCI, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI. Donc on a mis le Mali un peu dans un canevas piégé qui aujourd'hui nous empêche un peu de sortir de tout ce carcan. Donc moi je pense que pour en tout cas avoir l'efficacité par rapport à cette charte, il faut poser les véritables questions du développement du Mali indépendamment de l'accord d'Alger. Monsieur Diarra, nous sommes justement en train de faire des propositions de contenu pour cette nouvelle charte. Je pense que je vais commencer par un point là où M. Keita a voulu terminer tout à l'heure quand il parle de questions de développement économique. Je pense que pour asseoir une paix, surtout encore avancer dans la sécurité dans le contexte malien plus d'une décennie de crise profonde, je pense qu'il faut déjà chercher à vaincre la précarité en fait au niveau de nos communautés à la base, parce que c'est ce qui ouvre la voie quasiment à tout ça. Mais pour vaincre cette précarité-là, regardez un peu même les quatre, je peux les appeler ainsi les quatre thématiques. Hein. Vous regardez vous regardez la paix, vous regardez la réconciliation, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la sécurité. Donc, si je regarde comme tel, mais je ne vois pas derrière l'économie. Et donc, derrière non plus, dans cette économie-là, je ne vois pas, même malgré toute cette profondeur des crises énergétiques, tout le monde a connu maintenant qu'il n'y a aucun secteur économique ou même social qui peut effectivement trouver son envol en termes d'épanouissement sans énergie.
Et que dans des choses comme ça, ni dans les dialogues, regardez même dans le dialogue intermalien, dans les recommandations, malgré cette crise, vous n'avez eu que 2 ou 3 points, mais très vagues relatifs par exemple à l'énergie. Mais comment voulez-vous aller donner effectivement de l'économie, sortir les populations de la précarité pour qu'elles n'aient plus peur déjà, pour qu'elles soient aptes véritablement à pouvoir contribuer en fait à l'édification nationale, d'autant plus que si nous regardons l'architecture ou l'ossature de notre économie, vous voyez que c'est le secteur peu formel, si vous voulez, qui est au-delà des 90% en tout cas de cela, et que nous avons une économie à vocation agro-silvopastorale. Donc, ça dit véritablement à la base, près des populations, où il faut aller créer de la richesse et de la transformation et tout ça rentrer dans la chaîne économique. C'est à cela que nos populations sont beaucoup plus occupées et c'est à cela qu'elles s'épanouissent davantage. Mais vous allez partir faire des grandes rencontres comme ça, vous pensez à une très grande charte comme ça, aussi comment dire ça, ça dit que forte comme dispositif légal, mais vous ne touchez pas à des aspects comme cela. Autre élément, le changement climatique. Pour moi, ces 2 points-là, énergie et changement climatique, ne doivent plus être traités avec un regard sectoriel. C'est que nous sommes... C'est des facteurs de paix, de cohésion sociale. Absolument, parce que ça va nous permettre d'aller au-delà de la précarité. Et une fois que la précarité, vous arrivez à ça, nous sommes en train de discuter ici de tout ce qui est rencontre politique et tout ça, mais là, les gens veulent vaquer à leur occupation à la base et simplement faire nourrir leur population, contribuer effectivement à leur propre épanouissement et apporter quelque chose au pays. Notre économie est ainsi faite. Donc, ce que je vais simplement dire, c'est qu'il est important en 3 points. Le premier point, qu'à l'entame de ce travail-là, très important que nous sommes en train de faire, que l'esprit de manipuler en fait la chose allant dans le sens de conforter la continuité en fait si vous voulez, des autorités actuelles est quelque chose à proscrire de mon point de vue et de manière transparente pour contribuer à asseoir la confiance. Cette manipulation, il faut qu'on puisse la sentir très absente ou très insuffisante, que les débats soient les plus francs possibles ou même des propositions que nous amenons. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, je l'ai suffisamment commenté tout à l'heure, c'est l'aspect véritablement vaincre la précarité à travers une économie, à travers également des éléments que je viens de dire tout à l'heure. Un troisième élément que moi je vais mettre juste autour de ça pour pouvoir construire, à mon avis, une paix, une sécurité et tout ce qui s'en suit conformément à ce qui est dit dans la charte, c'est encore ce dialogue sociopolitique, mais vraiment structuré et permanent pour permettre en fait aux parties prenantes, si je dis les parties prenantes, je parle de la société civile, je parle de la communauté des affaires, le secteur privé, peut-être que je ne l'ai pas mentionné, mais tout à l'heure, le deuxième point, là, c'est le secteur privé qui est à ce niveau-là. Et si vous avez lu un peu la rencontre du secteur privé avec la commission, mais vous allez vous en rendre compte qu'elle est même en train, du moins il est même en train d'expliquer comme s'il n'est plus pris en compte dans ce que font les autorités actuellement, parce que les acteurs privés, le secteur privé parle de 3 éléments, de la stabilité, de la visibilité et de la prévisibilité. Donc, ça veut dire déjà que ces 3 aspects-là, quand ça manque pour un secteur privé, il ne peut plus contribuer. Et le moteur, effectivement, d'une économie, c'est justement le secteur privé. Donc, le 3e élément que je mets sur la table, quand je parle de secteur privé tout à l'heure, c'était pour le 2e point. Le 3e que je mets, c'est encore... Et le dernier point. Le dernier point, c'est le dialogue-là. En fait, je suis en train de revenir dessus. Ce dialogue sociopolitique, à mon avis, il est extrêmement important pour que nous comprenions, au lieu que les décisions nous tombent dans les communiqués. Le matin, tu te réveilles, tu vois un communiqué. Et donc, ce communiqué-là, tu essaies de savoir c'est venu comment, qu'est-ce que ça cherche. Tout cela suscite de la méfiance et en fait des réserves. Nous avons besoin de savoir avec exactitude. Notre gouvernement, déjà que nous avons confiance en notre gouvernement, nous avons confiance en nos autorités, mais il faudrait maintenant qu'il y ait de la visibilité, de la transparence, que nous sachions qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher et comment les gens peuvent être impliqués dans ça. C'est cela qui va mettre le dernier point, c'est le choix des hommes. Je pense que le choix des hommes pour animer ce que nous mettons conformément à nos volontés afin d'aller de l'avant, doit ressortir en fait des habitudes que nous connaissons. Où déjà, vous voyez chaque fois des nominations ou des choses qui tombent pour des affaires plus sérieuses, où on a besoin d'aller chercher souvent certaines moralités ailleurs. Donc pour moi, ces éléments-là sont fondamentaux pour permettre à ce que nous ayons une charte qui nous sert et qui contribue à la paix et à la réconciliation nationale comme le président et la majorité du peuple malien souhaitent aller dans ce sens. D'accord. Monsieur Gata, nous avons appris qu'au cours de cette semaine, l'armée malienne a repris une ville, si vous voulez, une ville malienne avec, au niveau de la frontière avec l'Algérie déjà. Quelle symbolique pour la reprise? Est-ce que vous craignez une reprise de la belligérance? Je parle du village ou de la ville d'Infarak. Ok.
Oui, allez-y. Est-ce que vous craignez une reprise de la belligérance entre l'armée et le CSP? Bon, de toute façon, je ne crois pas. Allez-y. Pas parce que jusqu'à présent, en réalité, la crise n'est pas terminée. Ça continue. Mais l'armée continue également à mener des actions. Ça montre combien l'armée est aujourd'hui équipée, outillée. Mais ça ne doit pas normalement entamer le processus de dialogue, de recherche de solutions, de consensus entre les Maliens. D'accord, docteur. Donc par rapport à Keïta, parce que je pense que moi j'ai dit la question de Sidibé était les propositions pour la charte. Donc des propositions de la charte, je l'ai dit, au départ on ne peut pas partir à partir de zéro. Parce que qu'est-ce qu'on constate? La charte actuelle est en train de partir à partir de zéro. D'où les questionnaires ont été donnés sur les 5 thématiques. Je veux dire, on peut faire économie de tout ça parce que les documents existent. Donc il faudrait capitaliser les acquis. Qu'on le veuille ou pas par passé mais par raison, il y a des acquis par rapport à l'accord d'Alger, en termes de développement, en termes d'acquis. Maintenant, les questions politiques sont autre chose. Les questions de choix sont autre chose. Donc, pour revenir à cette question, nous sommes toujours avec le gouvernement de la transition sous Assimi Goïta. C'est la reconquête territoriale et l'extension de l'autorité de l'État. Donc, si nous voyons... On croyait la reconquête terminée, mais bon, souvent on apprend qu'il y avait une ville qui manquait à l'appel. Oui. Bon, pas qu'il manquait à l'appel, mais c'est en termes militaires. Donc, un territoire où les 1 tiers, si on rappelle les événements de 2012, où les 1 tiers étaient occupés, où quelques portions de territoire auraient échappé au contrôle de l'État, dont la dernière ville qu'on appelle Tinzawatan, où la reprise des combats est en cours. Serait en cours. Serait en cours, serait en cours. Et là, nous soutenons les femmes prendre aux blessés. S'il y en a eu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on constate? L'État est toujours dans une dynamique de faire les deux actions à la fois. Au même moment qu'on discute, au même moment, il y a la reconquête et l'extension de l'autorité de l'État qui sont là. Et l'extension et l'autorité de l'État sont nécessaires pour capitaliser une fois de plus les territoires conquis. Parce qu'une fois que les territoires sont conquis, il faudrait constater la présence de l'État, le retour des services sociaux de base. Or, les belligérants qui ne sont pas dans l'accord, donc si on se rappelle un peu de l'histoire, il y a eu le CSP qui a dénoncé l'accord, d'où le CSP est sorti. Le gouvernement, après l'ingérence sous-entendue de l'Algérie, à travers le Népal, donc le gouvernement a dénoncé l'accord catégoriquement. Donc là, il y a confrontation entre les deux entités. Parce que dans la logique du CSP, ces territoires sont des acquis. Or, dans la construction de l'État actuel, l'unité de l'État malien, la reconquête territoriale fait partie des promesses faites par le gouvernement de la transition. D'où il n'y a pas question l'existence de deux armées, l'existence d'un territoire qui ne passerait pas sous le contrôle de l'État. D'où nous avons constaté ces 2 jours la reprise de belligérance. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une reprise de belligérance. Parce que l'État aussi, comme on l'a dit, l'État négocie. La force est, comme on a dit en politique, seul l'État a le droit de l'utilisation légitime de la force. Donc l'État a droit à utiliser la force pour la reconquête territoriale. Mais les questions de belligérance, les questions de reprise de contact peuvent être gérées autre part jusqu'à la fin des combats. Parce que tant que l'État n'a pas la même mise sur son territoire, l'État ne sera pas en position de force pour bien négocier. Donc sur ce point, nous souhaitons bon courage aux femmes. D'accord. Monsieur Keïta, on croyait tous le territoire national totalement contrôlé par les femmes. Soudain, on apprend cette semaine qu'il y avait une ville vers Tezaouaten, par exemple, qui n'était pas forcément sous le contrôle des femmes. Oui, bon, moi je ne suis pas surpris, mais je veux juste dire que ça officiellement, oui. On ne nous a pas donné la cartographie de l'occupation des territoires. Il n'y a pas eu un communiqué officiel dans ce sens. Maintenant, il y a des commentateurs qui sont partis à tout bout de champ, qui ont dit ce qu'ils pensaient. Mais la réalité, ce n'était pas cela en réalité. Et nous attendions de l'État la cartographie de la reconquête des territoires. Hormis Kidal, c'est Kidal a été quand même une question forcément politique. Ça, on a compris et nous félicitons nos forces armées par rapport à cela. Mais entre-temps, on voit aussi des problèmes qui venaient du centre et d'autres parties du Mali. La région, comme on appelle l'office du Niger, Nyono, et jusqu'à Ségou. Je pense qu'il y a eu certains événements aussi vers Kaï, à Diema, ainsi de suite, même à Kati, je crois. Donc tout cela doit nous faire comprendre que
Ce n'est pas tout à fait ce que les commentateurs sont en train de dire. Mais en même temps, moi, je salue la stratégie de communication adoptée par la DIRPA, qui se limite aux actions menées et qui donne des communiqués et son bilan. Mais cela doit nous laisser lire entre les lignes que sur le terrain, la réalité n'est pas ce qui se dit. Donc moi, je ne suis pas surpris, mais ça me réconforte encore dans cette position et cette proposition de soutenir les autorités, de réaliser le sursaut national. C'est-à-dire qu'on ne peut conquérir la paix que par les armes. Ce n'est pas possible. Même les 2 guerres mondiales, il y a eu la négociation. Quand il y a eu la victoire, il y a eu une négociation. Pour le retour de la paix, il faut négocier, il faut conscientiser chacun, il faut sensibiliser, il faut avoir l'engagement de chacun et de tous pour jouer sa partition. Et moi, je pense que ce travail relève plus du peuple. Pour cela, je demande à chacun, c'est ce qu'on a toujours demandé, même si on a été traité en tout genre sur ces questions, même ostracisé, mais les autorités ont besoin de ça encore aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, vous avez par exemple l'accord de Farabougou. Qu'est-ce qu'il est devenu? L'accord de Farabougou n'est pas un accord comme ça. C'est un ministre qui s'est déplacé pour aller négocier cela. En plus d'une personnalité religieuse qui sont partis négocier cela. Est-ce qu'on les maintient comme tels ou on sort de cela? Et entre-temps, on entend d'autres autorités qui ne sont pas forcément de l'État, le chef d'Onzo du centre, Youssouf Toloba, dans l'ambassade, qui parle de ces accords-là. Les territoires qui ont signé les accords, les territoires qui n'ont pas signé. Dans tous les cas, quand nous prenons la réalité du centre, ça doit nous faire comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc, félicitations à notre armée, nous les encourageons. Mais encore, je demande à tout le peuple malien de se lever, de soutenir cette transition pour que le Mali puisse sortir de cette trahison. Car la question est très profonde. Ce n'est pas que l'accord, ce n'est pas que la rébellion. Il y a le terrorisme aussi qui est là. Et tout cela nous empêche véritablement même de parler de la question du développement. D'accord. Monsieur Diarra, la localité de Tinzaouaten serait en tout cas le dernier retranchement des groupes armés, l'ex-rébellion. Barou, je pense que nous devons très profondément remercier et encourager nos autorités, aussi les femmes, sur cet aspect sécuritaire-là. Parce que de mon point de vue, aujourd'hui, parler effectivement de l'intégrité de notre territoire et de l'intégrité territoriale de notre pays, pour moi, est une réalité en cela que sur chaque portion de notre territoire, nos femmes ont les capacités opérationnelles d'agir et d'interagir, ce qui est extrêmement important de mon point de vue. Mais cela n'est pas suffisant pour dire qu'il n'y aurait pas des soubresauts comme ça, qu'il n'y aurait pas des actions spontanées ou souvent isolées comme ça. Cela, il faut contribuer effectivement avec les populations à la base, arriver progressivement à annihiler effectivement ces différentes postes de résistance qui peuvent être là. Mais encore une fois, je pense qu'il nous faut continuer à encourager dans ce sens-là, à soutenir effectivement nos femmes dans ce sens-là, et que, encore une fois, c'est une réalité que cette intégrité territoriale soit véritablement acquise. Bravo à eux, félicitations encore à nos forces armées, à nos autorités. Nous devons y travailler et je pense qu'avec le soutien de tout le monde à la base, ça c'est quelque chose qui va aider. Mais ce soutien-là, je pense que quelque part, nos autorités ont aussi un rôle à jouer dedans. Elles en ont conscience, c'est le retour de l'administration, il l'est dit, mais ce retour de l'administration doit aller avec asseoir la confiance de nos concitoyens, des populations vis-à-vis effectivement de l'administration, notamment de la justice, pour que davantage, et encore nos forces armées sur le terrain là-bas, ceux qui sont en contact direct avec les populations, doivent rester effectivement dans certaines règles d'éthique et de déontologie pour que de plus en plus nos populations aient confiance déjà en elles, et je pense que nous serons gagnants sur les coups. Nous sommes malheureusement au terme de ce débat. Nos invités étaient M. Bagui Diarra, analyste politique, M. Yamoudou Keïta, président de l'URDAC France, pas l'URDAC Mali, l'URDAC France, Dr Amadou Touré, il est chercheur en sciences politiques, et M. Daouda Gata, spécialiste en droit des affaires hommes politiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos Olympiens du côté de Paris. Au revoir.